Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les ordonnancements préemptifs, c'est-à-dire les ordonnancements avec réquisition. Donc, le système peut suspendre l'exécution d'un processus avant qu'il se termine ou se bloque si, par exemple, un processus plus prioritaire devient prêt. Ce qui veut dire, comme on a vu avec l'image avec l'interrupt service routine, si jamais un processus plus prioritaire devient prêt, dans un ordonnancement préemptif, ce processus prioritaire-là va prendre la place du processeur. Il peut aussi limiter le temps d'allocation du processeur au processus pour éviter que le processus monopolise le processeur. Donc, les ordinateurs ont une horloge électronique qui génère périodiquement une interruption. C'est un tic d'horloge. La fréquence en Hertz donne le nombre de tics par seconde. À chaque interruption d'horloge, le système d'exploitation reprend la main et décide si le processus courant doit poursuivre son exécution ou va être suspendu pour laisser sa place à un autre. Donc, on va voir premièrement l'ordonnancement préemptif circulaire, donc round robin. C'est un algorithme ancien, simple, fiable et il est utilisé en combinaison avec d'autres algorithmes. Donc, il mémorise dans une file first in, first out la liste des processus en attente. Puis dans le fond, ce que ça va faire avec round robin, c'est qu'on va permettre à chaque processus dans la file de s'exécuter pendant une certaine quantité de temps, appelée quantum. Puis à la fin de cette quantité de temps-là, si le processus n'est pas terminé, il va retourner à la fin de la file FIFO. Donc, l'ordonnanceur est appelé, dans ce cas, si le processus en cours se bloque, se termine, cède le processeur ou a consommé tout son quantum. Donc, l'ordonnanceur est seulement appelé à ces moments-là. Le processeur passe donc d'un processus à un autre en exécutant chaque processus pendant au plus un quantum. Donc, le quantum, c'est vraiment la limite de temps pour laquelle un processus peut s'exécuter dans le processeur. La commutation entre processus doit être rapide, donc on doit avoir un temps de commutation de contexte nettement inférieur au quantum. Un processeur, à un instant donné, n'exécute réellement qu'un seul processus. Pendant une seconde, le processeur peut exécuter plusieurs processus et donner ainsi l'impression de parallélisme. Donc, dans le fond, il n'y a rien qui se fait parfaitement en parallèle ici. Donc, choix de la valeur du quantum pour l'information. Donc, l'algorithme est équitable, mais sensible au choix du quantum, donc il faut bien le choisir. Un quantum trop petit provoque trop de commutation de contexte, donc il y a trop de temps qui est inutilisé, ça abaisse l'efficacité du processeur. Le processeur passe beaucoup trop de temps à charger et décharger les processus. Un quantum trop élevé augmente les temps d'attente moyenne, comme avec FIFO, comme on avait vu. Donc, il était de 1 seconde dans les premières versions d'Unix. Il varie maintenant entre 10 et 100, il varie entre 10 et 100 millisecondes. On va voir un exemple. Donc, je vais préparer ma présentation sur tablette. Donc, avec round robin, on a un quantum de 3 unités et on a une commutation de contexte d'une unité de temps qu'on va noter en brun. Donc, on a 3 processus A, B et C avec l'exécution et l'arrivée correspondante. Donc, on va faire un diagramme ici de notre exécution. Donc, on voit ici que le processus A, c'est le premier arrivé, le processus B, c'est le deuxième arrivé, et le processus C, c'est le troisième arrivé. Donc, on a noté ici, comme on voit en noir, on a l'arrivée de A ici, l'arrivée de B ici, l'arrivée de C ici. Donc, au début, il y a juste A. Donc, on doit charger le processus A. C'est pour ça qu'on a mis une unité de temps en brun pour la commutation de contexte. N'oublions pas que le quantum, ici, on voit, est de 3 unités. Donc, on voit ici que A s'exécute pendant 1, 2 et 3 unités. Après ça, on se dit, bon, OK, B est arrivé. Donc, on fait un changement de contexte, étant donné que le quantum est terminé. Puis, ce qu'on voit en bleu ici, c'est notre file d'attente FIFO. Donc, on voit que B est arrivé, donc il est au sommet de la file, puis A il vient de se terminer. Donc, comme on a dit tantôt, à la fin de son quantum, A est inséré à la fin de la file. Donc, lequel vient en premier, c'est B, qui est en rouge. On va l'exécuter pendant tout son quantum, donc pendant 1, 2 et 3. C, en ce moment, est arrivé à 7.
On a un changement de contexte ici, étant donné que le quantum est terminé. Maintenant, ce qu'on avait ici, A, est devenu au sommet de comme on voit ici, A est rendu au sommet de FIFO. Après ça, on a C qui est arrivé et B qui vient de se terminer. C'est pour ça que B ici, étant donné qu'il vient de se terminer, il est à la fin de la file FIFO. Donc, on exécute A pendant encore tout son quantum. Donc, 1, 2, 3. Changement de contexte. Notre FIFO est rendu dans cet état-là. Donc, on exécute C pendant 3. 1, 2, 3. Changement de contexte. Notre FIFO est rendu dans cet état-là. Là, ce qui est important ici, c'est que B, ici, on voit qu'il y a 5 exécutions. Quand on voit une notation en parenthèse comme ça veut dire entrée-sortie. Donc, B va passer 2 unités de temps en entrée-sortie et après ça, il va recommencer une exécution dans le processeur de 3 unités de temps. Donc, ce qu'on voit rendu là, c'est que B, on voit ici qu'on a déjà fait 1, 2, 3, on va faire 4, 5e exécution. Ici, on tombe en entrée-sortie, donc on fait un changement de contexte. Là, on voit qu'on n'a pas respecté, on fait pas une attente active sur l'entrée-sortie, donc on n'a pas fait une troisième période qui servait à rien. Donc, on tombe tout de suite en changement de contexte. Il y a juste A et C dans la file. On voit que B n'est pas revenu d'entrée-sortie, donc on ne met pas dans FIFO. Donc, A, c'est le first in. Donc, on l'exécute pendant 2. Ici, 1, 2. Puis, on tombe à la fin de A. Vu qu'on voit que A devait s'exécuter 8 fois, on a 1, 2, 3. Si on compte les points orange qu'on a fait, on en a 8. Donc, on fait fin de A. Fin de A mène automatiquement à ce qu'on a ici, qui est un changement de contexte. Puis, on remarque que B a terminé son entrée-sortie ici. Donc, notre FIFO, à ce moment-là, a cet état-là. Donc, on voit que C a priorité. On l'exécute une fois. On voit que C, c'était juste 4 fois. Fin de C, changement de contexte, et on termine l'exécution de B. Donc, c'est aussi simple que ça. OK, il y a un autre exemple ici, si vous voulez le prendre en photo. Vous avez le solutionnaire aussi, qui est aussi un bon exercice. Le calcul des temps de séjour, temps d'attente, c'est analogue à ce qu'on a fait avant, sauf que là, il faut bien se rendre compte qu'on est maintenant avec un ordonnancement préemptif. L'autre ordonnancement préemptif qu'on va voir ici, c'est à fil multiple. Donc, une priorité est attribuée à chaque processus. Il y a autant de files d'attente qu'il y a de niveaux de priorité. Donc, supposons qu'on a des priorités allant de 0 à 19, on va avoir 20 files d'attente. Les processus qui partagent la même priorité sont évidemment dans la même file d'attente. Les processus de chaque file, sont ordonnancés selon l'algorithme RR, donc round robin, circulaire avec un quantum variable ou fixe, ou FIFO. On peut donc combiner plusieurs politiques d'ordonnancement. Quand on a parlé tout à l'heure de round robin, qu'on a dit que c'était souvent utilisé avec d'autres algorithmes, on voit ici une application. Donc, le processus le plus prioritaire en tête de file est sélectionné. Donc, le processus sélectionné est exécuté jusqu'à ce qu'il se bloque, se termine, cède le processeur, consomme son quantum, un peu comme on a vu tantôt. S'il s'agit d'un processus, d'un ordonnancement qui utilise round robin, désolé, ici de l'erreur, ou encore de processus plus prioritaire qui devient prêt. Les nouveaux processus ou les processus qui basculent vers l'état prêt sont insérés à la fin de leur file d'attente. Donc, les problèmes avec les files multiples, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équité. L'exécution des processus moins prioritaires peut être constamment retardée par l'arrivée de processus qui sont plus prioritaires. C'est pour ça que on va observer un concept qui est en fait l'inversion des priorités, et ça, c'est essentiel pour le cours. Un processus moins prioritaire qui détient une ressource nécessaire à l'exécution d'un processus prioritaire. Le processus moins prioritaire ne peut pas s'exécuter car il y a constamment des processus plus prioritaires. Si l'attente de la ressource est active dans le processus plus prioritaire, on va avoir une attente active infinie. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est décrit ici, mais en gros, c'est si un processus moins prioritaire a réussi à prendre une ressource qui est utilisée par des processus prioritaires, mais que ce processus
qui est moins prioritaire là a plus jamais la chance de se réexécuter, désolé, ben en fait, ça va faire une attente active infinie pour la ressource. Donc, pour empêcher les processus de priorité élevée de s'exécuter indéfiniment, l'ordonnanceur devrait diminuer la priorité de tout processus au fur et à mesure qu'il consomme du temps CPU et l'augmenter au fur et à mesure qu'il l'attend. Donc, on va venir changer dynamiquement les priorités afin d'avoir l'équité. Pour favoriser les processus IO-bound, n'oublions pas, c'est les processus qui font surtout des entrées-sorties, ils devraient augmenter leur priorité lorsqu'ils sont en attente d'entrée-sortie, afin de permettre de lancer leur requête suivante d'entrée-sortie. Donc, chaque processus aurait donc une priorité de base et une priorité dynamique. On va voir ça, priorité de base, priorité dynamique, dans l'exemple qu'on va faire tout à l'heure. Par exemple, la priorité d'un processus est diminuée de 1 lorsqu'il a consommé tout son quantum ou d'une quantité qui dépend du temps CPU consommé. Elle est augmentée de 1 s'il se met en attente d'un sémaphore, de 2 s'il se met en attente d'entrée-sortie sur le disque, de 5 s'il se met en attente du clavier, etc. On peut jouer comme ça puis personnaliser un peu la manipulation dynamique des priorités. Donc, elle est aussi augmentée s'il reste trop longtemps à l'état près, pour lui donner une chance à un moment donné de s'exécuter. Donc, pour éviter qu'il y ait beaucoup de commutations pour un processus CPU-bound, il est préférable de lui allouer un plus grand quantum tout en diminuant sa priorité. Windows et Solaris associent des quanta plus grands aux processus moins prioritaires. Donc, on va voir un exemple ici d'ordonnancement circulaire. C'est pas exactement cet exemple-là. On va voir, c'est un autre exemple que j'ai préparé. Je vais juste redémarrer ça. Donc, on a le problème suivant. On a 3 processus avec des priorités de base 13, 15, 6. Puis on a les temps d'exécution aussi. Supposez ce qui suit. L'ordonnancement est préemptif et à fil multiple avec 20 niveaux de priorité, de 0 à 19. La priorité 0 est la priorité la plus basse. Les processus de même priorité, d'une même file d'attente, ont un ordonnancement circulaire avec un quantum de 4 unités. La priorité d'un processus augmente de 4 lorsqu'il est mis en attente d'entrée-sortie et diminue de 4 lorsqu'il consomme son quantum, tout en maintenant sa priorité dans l'intervalle 0-19. Le temps de commutation de contexte est égal à 0. Tous les processus arrivent dans le système en même temps à l'instant 0. L'ordonnanceur met à jour la priorité d'un processus à la fin de son quantum ou lorsqu'il se bloque. La question, c'est de donner le diagramme de Gantt montrant l'ordonnancement des processus. Pour chaque processus, indiquer l'évolution de sa priorité. Donc, on commence, on voit que la priorité 0 est la plus basse, donc c'est P2 qui va commencer à s'exécuter. On voit qu'il consomme au début 6 unités de CPU. Donc, ce qu'on va faire, on a un quantum de 4. On va exécuter 1, 2, 3, 4 pour P2. J'ai gardé les mêmes couleurs que pour les exercices précédents. À la fin, il a terminé son quantum. Qu'est-ce qui se passe quand il termine son quantum? La priorité va diminuer de 4. Donc ici, la priorité va être devenue 11. Maintenant, quel processus est le plus prioritaire? C'est le P1. P1, qu'est-ce qu'il commence à faire? Lui, tout ce qu'il fait, c'est 10 unités de CPU. Donc, il va commencer par faire son quantum ici. Je rappelle que changement de contexte, on suppose que c'est nul. Et voilà. P1 a terminé son quantum. Qu'est-ce qui se passe? Sa priorité va diminuer de 4. Donc, on est rendu à 9 ici. C'est le processus P2 qui va maintenant s'exécuter. On voit ici que P2 fait 6 unités de CPU, après ça 6 unités d'entrée-sortie. Donc, on est déjà à 4, 5, 6, et on tombe en entrée-sortie. Puis comme on a vu, comme on voit ici, quand un processus tombe en attente d'entrée-sortie, on augmente sa priorité de 4. Donc ici, P2 va devenir 15.
Non, il faut se dire que P2 est en entrée-sortie, on ne peut pas l'exécuter pendant encore 6 unités de temps. Il va revenir en fait à 16. Donc, maintenant, on va exécuter P1 pendant tout son quantum. Qu'est-ce qui se passe à la fin du quantum? On diminue la priorité de 4. Donc, ici, on tombe à 5. Et c'est finalement P3 qui peut s'exécuter. Donc, c'est P3 qui va prendre la relève. N'oublions pas que P2 est toujours en entrée-sortie. Donc, ce qui se passe, c'est que faut vraiment pas oublier ici que entrée-sortie termine à 16. On revient. Donc, ce qui se passe ici, c'est que P3 va s'exécuter pendant 2 unités de temps. Puis après ça, P2 va dire, bon, ok, je suis revenu. Fait que ce qui se passe là, c'est que P3 P3 a été un peu interrompu par P2 qui revient d'entrée-sortie. Donc ici, étant donné, comme on a vu tantôt, quand un processus revient d'entrée-sortie, on doit faire une réévaluation des priorités. On voit que c'est P2 qui devient prioritaire. Donc on va exécuter P2 ici. Donc si on était bien, on avait fait bien nos 6. On a fait ici c'est complété. On a complété ça, il nous reste 2 unités de CPU. Et ici, on est rendu à la fin de P2. Donc ici, on peut tout simplement dire que P2 est terminé. Puis là, on fait une réévaluation. Et on remarque que P3 est plus prioritaire. Donc P3, oublions pas, c'était 5 unités de CPU. Donc on a déjà fait 2, donc 1, 2, 3. Fin de P3 sans avoir terminé le quantum. On voit ici que P3 est terminé. Et ce qui nous reste en fait, c'est P1. Donc P1, juste pour récapituler, c'était 10 unités de CPU. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. Et on peut marquer la fin de P1. Donc, c'est tout pour l'exemple. J'espère que ça a été bien utile. Puis, merci beaucoup.